Bonjour Jean-Marc, Bonjour Angélique. merci de m'accorder ce temps d'interview pour la chaîne Agir pour changer le monde. J'ai voulu en fait t'interviewer car tu es un révélateur de talent, un encapaciteur enthousiaste au service des défis auxquels font face les entreprenants. On va commencer cette interview par toi. J'aimerais que tu te présentes aux personnes qui vont regarder cette interview. Alors très rapidement, bon, moi je suis ingénieur de formation et l'économie m'a très tôt intéressé. Et donc j'ai complété mon cursus, alors que je travaillais déjà par un MBA pour avoir ce double vernis. Et petit à petit, après 16 ans de salariat, je me suis mis à mon compte pour accompagner les PME et les TPE à la création d'entreprises. Et petit à petit, je suis sorti de ces questions purement de comptabilité, d'obligations fiscales et sociales pour aller vers des questions économiques plus profondes et plus humaines. Et c'est là que je me suis intéressé davantage au domaine des nouveaux modèles économiques et de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération sur laquelle je travaille pleinement depuis plus de 6 ans maintenant. La première question que j'aimerais te poser, est-ce que tu peux nous parler du contexte et des défis finalement que les entreprises vont devoir affronter là ces prochaines décennies? Alors, effectivement, si l'actualité actuellement est très contrariante, elle a un avantage, c'est de nous faire l'économie d'une explication de texte, puisqu'on vit tous depuis 2 ans énormément de changements. On est dans ce qu'on appelle un monde VUCA ou VUCA en anglais, qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. J'ai pas besoin de passer trop de temps là-dessus pour faire comprendre aux gens que on est vraiment dans l'imprédictibilité. Les changements sont sur des temps très courts, les règles changent toutes les 6 heures parfois actuellement. On a peu de visibilité, des pans entiers de l'économie sont en train d'être complètement reformulés et c'est difficile de naviguer dans ces eaux troubles. Voilà, c'est un petit peu la situation actuelle et il faut quand même arriver là-dedans à pouvoir trouver un sens, une utilité et une trajectoire au service d'un bien commun. Alors justement, quelle est la prise de conscience que les entreprises doivent mener par rapport à ce monde VICA dont tu parles? Alors, finalement, on s'est rendu compte qu'on a eu un modèle économique dominant, qui, est un petit peu en bout de souffle. On voit bien des signaux qui semblent complètement contradictoires. Au moment où on confine, où il y a beaucoup de détresse et de souffrance, on a la bourse qui bat des records et donc on a Mmh. une décorrélation complète entre, les aspirations, d'un monde et d'une humanité qui essaie d'aller dans le bon sens et de préserver le vivant et l'intérêt de chacun. Et la poursuite et la quête de certaines valeurs ou de certaines chimères prises pour des valeurs qui finalement n'en sont pas. La poursuite et la recherche de l'argent à tout prix. L'argent en soi n'est pas une valeur et on se rend compte qu'on arrive sur un système à bout de souffle. Et donc, tout le travail consiste à se poser cette question de la valeur. C'est la valeur pour soi, pour les gens, hein, quelles sont les valeurs qui m'importent et quelles sont les valeurs aussi que j'amène, quelles sont les richesses que j'amène à travers ce que je fais et l'activité que je mène. Et ces valeurs, avant d'être monétaires, elles sont tout autre chose. Et c'est vraiment là-dessus qu'il y a une prise de conscience qui se fait et qui reprioritise un petit peu toutes les choses dans l'esprit des gens. Donc on a vraiment des paradigmes entiers de l'économie qui s'effrontent les uns derrière les autres. On le voit bien sur les relations au déplacement, au télétravail, aux lieux de vacances, aux habitudes qui changent un petit peu. Tout ça est en train de vraiment être bousculé et complètement chamboulé dans l'esprit des gens. Alors, j'ai une autre question pour toi. Quelles sont, finalement, les problématiques, enfin la situation, les problématiques qui les amènent à se poser, la question de changer de modèle économique? Enfin, par quelle entrée finalement, elles y arrivent, hein? Alors, on voit bien on atteint les limites d'un système, hein. Donc, tous les jours, l'actualité et les résultats et les indicateurs nous le rappellent. Il y a la poursuite dans certaines directions qui montrent que ça ne fonctionne plus. Des exemples très pratiques, on voit ce qui se passe actuellement sur l'industrie automobile. J'en parlais encore hier avec un dirigeant.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on était dans une ancienne relation avec des grands donneurs d'ordre qui étaient dans une relation dominante sur des sous-traitants. La crise a bloqué et gelé tout ça. Ils sont restés dans leur position un petit peu de subordination vis-à-vis de ces fournisseurs de composés électroniques. En même temps, le marché a muté et il y a eu, avec le télétravail, beaucoup plus de demandes sur l'électronique, l'informatique et les nouvelles technologies, qui fait que la production s'est réorientée vers ces gens-là. Et donc, les anciens donneurs d'ordre, dans leur relation un peu dominante et de subordination, se sont trouvés sans ressources derrière et ils ont des difficultés maintenant à approvisionner. On arrive sur des situations, on m'indiquait encore en dirigeant hier, où pour obtenir un utilitaire, il faut un délai de 24 mois. Alors, un utilitaire, ce n'est pas un véhicule de luxe ou un besoin, c'est vraiment, c'est demain un artisan qui veut se créer, qui veut créer sa boîte et qui a besoin de ce véhicule pour travailler. Et donc, on voit bien qu'il y a carrément un changement sur ces questions-là. Donc, il y a tout un tas de limites. Alors, les limites, elles sont sur les ressources au sens large. Il y a d'une part les ressources matérielles, et donc on va parler tout à l'heure de cette bascule entre le matériel et l'immatériel. Mmh. Et il y a aussi la question des ressources purement sur le plan humain. On voit bien avec la difficulté sur les hôpitaux, les gens se désengagent parce qu'ils sont plus suivis, il y a perte de sens, il y a un épuisement. On le voit dans la restauration où effectivement les gens étaient dans une précarité et une imprédictibilité, encore une fois, qui fait qu'ils se sont détournés de ce secteur-là parce qu'ils ont besoin de vivre et d'assurer quand même une certaine visibilité. Récemment, la radio a annoncé que les États-Unis viennent de battre leur 4e record en 12 mois de nombre de gens qui ont démissionné. Ils sont à 35 millions de gens qui ont quitté leur emploi. Et donc, on voit bien qu'il y a un changement de sens, un changement de priorité, de valeur, et que les gens lâchent certaines choses parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont atteint des limites et ils sont à la recherche et à la poursuite d'autres choses. Je crois que tu voulais, effectivement, illustrer, ça par, un slide? Oui, alors effectivement, ça reprend un petit peu ce que j'expliquais précédemment. Cette relation de subordination, de dominant-dominé, où on est sur du transactionnel pur et d'un rapport de force, dans une négociation d'achat. Je suis plus puissant, je vais pouvoir imposer mes prix. Et nous, on travaille beaucoup avec des gens qui sont des sous-traitants et qui subissent ça. Et donc, ils se rendent compte que le match se déplace sur ce rapport de force. Et on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas. Hein, j'ai vu un dirigeant encore qui travaillait dans le satellitaire. Un nouvel acheteur venait et voulait absolument imposer une baisse de prix de 15%, comme on peut le voir par exemple dans l'aviation. 15% de baisse tous les ans, on se rend compte que c'est juste impossible à tenir. C'est impossible. Voilà. Et donc, à un moment, les sous-traitants disent stop. Et finalement, on se rend compte que le rapport de force s'inverse parce que les gens se trouvent, comme dans les véhicules, démunis. Et donc, finalement, ils reviennent y discuter. Et on se rend compte, finalement, on a un déplacement de la valeur purement monétaire vers une valeur autre en disant, ah, mais finalement, je suis un sous-traitant qui compte. Donc, la valeur, elle est ailleurs. Elle est sur la fiabilité, sur le fait que référencer un sous-traitant, ça peut prendre 2 ans dans des industries aussi techniques que l'avionique ou le satellitaire, etc. Et donc, on déplace la valeur. Hein. On n'est pas sur du transactionnel pur et une hyper-financiarisation qui avait inversé l'ordre des choses et qui mettait finalement dans une solution de prédation. Il y avait un rôle insecte de savoir qui va bouffer l'autre. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de gagnant là-dedans. On va parler maintenant peut-être des accompagnements. Généralement, les entreprises, elles sont accompagnées sur leur démarche RSE. Alors toi, tu es un accompagnateur sur le nouveau modèle économique. Finalement, quand on les accompagne sur un nouveau modèle économique, ça leur apporte quoi de différent par rapport à une démarche RSE qu'on va retravailler? Alors, la RSE est en marche de longue date et c'est une bonne chose. Au même titre, avant même l'éco-conception, où des boîtes réfléchissent à regarder un petit peu leurs ressources et la réemployabilité et la réutilisation et le recyclage. La RSE va un petit peu plus loin avec, il y a les fameux 17 objectifs de développement durable et les entreprises, en général, quand elles partent dans une démarche RSE, elles vont prendre 3 piliers importants pour eux parmi les 17 et elles vont les suivre avec des indicateurs et de la communication dessus sur un petit peu ce qu'elles mettent en place. Alors, si la RSE est une démarche que l'entreprise peut s'approprier très facilement et mener d'elle-même sans besoin d'accompagnement,
changer de modèle économique, c'est vraiment aller faire trembler les parois et remettre en chose beaucoup de choses, hein. Il y a vraiment une approche de rupture dans son mode de pensée, et ça se fait pas seul. Et surtout dans un contexte qui est compliqué, et ça se fait sur des temps longs. Et c'est sans qu'il ait besoin d'accompagner les dirigeants, parce qu'on est véritablement dans une révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'on amène des nouveaux concepts pour faire évoluer la représentation du monde de chacun et pour amener à des changements de comportement. Et ça se fait pas seul, et c'est quand même plus facile en se faisant accompagner. Et donc, on est sur des temps longs, ça prend entre 18 mois, et après, je suis dans la durée sur quelques années pour s'assurer que les choses fonctionnent bien. Et c'est en ça qu'il est nécessaire. Et la chose qu'on amène en plus, c'est que finalement, un dirigeant, on ne l'accompagne pas seul, on le met dans un groupe avec un travail entre pairs, où chacun peut échanger sur leurs problématiques et avoir le regard neuf et béotien des autres pairs, parce qu'on se rend compte que finalement, le regard de l'autre apporte de la valeur. Et donc, c'est très bénéfique et très vertueux de travailler comme ça en groupe. C'est en ça qu'on a une vraie valeur ajoutée là-dessus. Alors justement, on va peut-être revenir sur le sujet de l'immatériel, la valeur immatérielle, puisque tu as parlé de valeur matérielle tout à l'heure. Moi, j'aimerais que tu nous parles finalement de valeur immatérielle. Alors effectivement, c'est un concept qui peut être un peu flou ou ésotérique, pas forcément compréhensible de tous. Le gros problème qu'on rencontre, on en entend parler aujourd'hui, on le voit avec les conséquences du changement climatique, on le voit avec les pénuries sur tout un tas de produits, que ce soit, on en a parlé, les composés électroniques, ou si on veut basculer toute l'énergie produite sur le photovoltaïque, on n'a pas le silicium nécessaire sur la planète pour pouvoir le faire. Et donc, on a un problème de ressources. Et donc, effectivement, la logique, c'est de passer, de sortir de ce consumérisme où on va puiser sans rendre de compte sur les ressources de la planète, pour basculer vers d'autres ressources qui sont immatérielles et regarder un petit peu comment on peut faire mieux avec moins. Et donc, on va développer davantage les services plutôt que de développer les produits. Enfin, on va augmenter les produits avec des services associés, et au-delà, on va aller sur de la performance d'usage. Il y a la recherche d'une certaine efficience. C'est un peu passé des lois de l'économie matérielle aux lois de l'immatériel, et l'économie de la connaissance, elle est très bien dans cet esprit-là, parce qu'elle repose sur 3 lois. C'est l'échange à somme positive, c'est-à-dire si j'ai une connaissance, que j'essaie de la développer, de la partager avec un client ou un fournisseur, je ne la perds pas pour autant. Je la perds, cette connaissance, si je la garde pour moi et j'en fais rien. Hein, donc, matériellement, si j'ai 40 euros, j'en donne 20, je m'appauvris de 20 euros, et la personne en face de moi s'enrichit de 20 euros, la connaissance n'a rien à voir avec ça. J'ai une connaissance, je la partage, je la conserve, et la personne l'acquiert, il peut en faire un autre usage, on peut échanger dessus, et finalement, quelque part, on va l'enrichir, cette connaissance, à travailler ensemble dessus. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, c'est la non-instantanéité de la connaissance. C'est-à-dire que il y a un temps d'appropriation, et on sort d'une logique purement transactionnelle. C'est là, c'est sur mon établi, c'est à prendre ou à laisser, tu achètes ou tu n'achètes pas. Là, on est vraiment plutôt sur une coopération qui se développe, et ensemble, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, le travail entre pairs qui apporte de la valeur. On réfléchit, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de cette connaissance? C'est une source de commun, et on va essayer ensemble de le développer, de le valoriser. Et le troisième point, c'est la combinaison de connaissances qui ne sont pas linéaires, hein. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que quand j'ai 20 euros plus 20 euros, ça fait 40 euros, mais quand j'ai 1 kilo de connaissances plus 1 kilo de connaissances, ça donne bien autre chose que 2 kilos de connaissances, hein. Donc on a un effet multiplicateur à ce niveau-là. Les ressources immatérielles, c'est se poser et réfléchir ensemble en disant tous, on est acteurs, et là je remets un peu ma casquette de révélation sur les talents, on a chacun quelque chose qu'on peut apporter d'unique, et on regarde chacun quelle est la contribution qu'on peut amener, comment on peut faire déplacer le curseur, pour ensemble arriver à faire quelque chose de plus durable, soutenable et vertueux. Finalement, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter pour ce changement de modèle économique. Exactement. On sort de cette compétition. C'est un peu comme dans un tournoi. Il y a tout un tas d'équipes sur le point de départ, et au fur et à mesure de l'avancée du tournoi, il y a des déçus parce qu'ils se font éliminer, et à la fin, il y a un gagnant et tous les autres sont perdants. Ou même dans une logique de transaction boursière, où on voit que la bourse bat des records. Alors, cet argent, il sort pas de nulle part, hein. S'il y a des gagnants, ça veut dire qu'il y a des perdants. Donc, il y en a quelques-uns qui se font un peu moins agiles, qui se font un petit peu avoir au profit des autres, qui sont un peu plus malins, un peu plus agiles. Et donc, il y a un déplacement comme ça des richesses. Il n'y a pas vraiment une création de richesses. Et donc, personne n'est vraiment gagnant dans cette approche-là, dans cette approche de compétition. Et l'idée, c'est d'aller davantage sur la coopération plutôt que de la compétition.
On va peut-être se focaliser sur l'accompagnement. Comment se passe finalement le cycle d'accompagnement? Quelles sont les grandes étapes? Est-ce que tu peux nous en parler? Hein. Alors l'idée, c'est d'embarquer les boîtes pour les entreprises, pour les amener vers un modèle économique qui soit plus résilient. Hein. C'est un mot qu'on entend beaucoup actuellement. Emprunter au vivant, c'est comment être plus résilient. Alors un modèle plus résilient, c'est un modèle qui sort de la logique de volume, toujours plus de chiffre d'affaires, toujours plus de résultats, avec des marges toujours plus faibles, en ponctionnant toujours plus dans les ressources matérielles jusqu'à épuisement de ces dernières. On en a parlé. Alors généralement, les entreprises qui ont repensé leur modèle économique étaient arrivées à une impasse, ayant atteint des limites de leur modèle précédent. Une compétition impitoyable qui les pousse à devoir rogner sur leurs marges, à contenir, voire comprimer la masse salariale pour maintenir leur compétitivité dans une concurrence effrénée. Les collaborateurs souffrent des conditions de travail, il y a du stress, de la non-reconnaissance, de la perte de sens. Il y a un broyage insidieux qui mène au bore-out, voilà, qui est l'ennui, le burn-out qui commence à être la déprime ou carrément le burn-out. Et l'entreprise doit toujours en faire plus pour gagner moins. C'est ce qu'on expliquait précédemment. Donc c'est intenable comme logique, et si elle est poursuivie jusqu'à son terme, elle aboutirait à des licenciements et des liquidations. Alors lorsque ces entreprises sont accompagnées sur la trajectoire de l'économie et de la fonctionnalité, qui est un peu mon bâton de maréchal, elles entament un long processus de réflexion. On dit très souvent que cette phase est une sorte de sas de déformation pour les dirigeants. C'est ce qu'on expliquait. On prend un peu de recul et de hauteur. On va devoir avoir une approche disruptive et changer un petit peu de paradigme. Alors le gérant, il commence par identifier les limites auxquelles son entreprise est confrontée. On l'amène ensuite à identifier les impacts positifs comme négatifs de son activité sur son écosystème, qui sont les clients, les collaborateurs, l'environnement. L'entreprise est donc amenée à prendre conscience de son interaction avec son environnement global. Puis l'entreprise, elle est amenée à réfléchir sur le sens de ses activités, sur ce qu'elle apporte à ses parties prenantes et sur les différentes valeurs immatérielles, la confiance client et collaborateur, la pertinence de son offre à adresser les enjeux de société, la santé de son organisation, de ses collaborateurs et de ses coopérations, et les compétences qu'elle détient collectivement avec les collaborateurs qu'elle développe. Elle prend alors conscience qu'elle détient de nombreuses valeurs immatérielles inexploitées jusqu'ici, et tout le travail qu'on fait dans l'accompagnement, c'est de les révéler, et qui n'étaient pas prises en compte dans son offre et dans sa proposition de valeur. Elle prend alors conscience de pourquoi elle fait ces choses, de sa valeur, de sa raison d'être et du rôle qu'elle a à jouer dans cet écosystème. Alors, en faisant le lien entre sa valeur ajoutée du point de vue de ses bénéficiaires et les enjeux sociétaux et environnementaux qu'elle adresse, auxquels nous sommes tous confrontés, un autre modèle économique commence à se dessiner, se bâtit sur la coopération et non plus sur la prédation dont on parlait précédemment. Elle accroît ainsi la qualité et la pertinence de ses services, faisant plus et mieux avec moins en termes de ressources matérielles. Elle s'inscrit dans une performance servicielle, on accroît les services de manière accrue, et on quitte la logique du volume délétère, où on fait plus de revenus en faisant plus de volume et en ponctionnant davantage dans les ressources naturelles. Donc l'entreprise est ainsi amenée également à repenser son modèle de gouvernance, ses relations avec ses parties prenantes externes, les clients et les fournisseurs, comme internes, les collaborateurs, et donc elle quitte, on en parlait, cette logique de subordination avec chacune de ses parties prenantes, et elle les traite désormais toutes comme des bénéficiaires de la création de valeur dans sa raison d'être, et elle devient légitimement reconnue pour ça. Et c'est intéressant ce coup de bénéficiaire parce qu'effectivement, on a des bénéficiaires externes, les clients, comme des bénéficiaires internes avec les collaborateurs. Et donc, changer de modèle économique, c'est une très belle aventure qui permet aux entreprises de pérenniser leur activité, de trouver de nouvelles sources de création de valeur. Et donc, on passe d'une logique de création de richesse à une logique de création de valeur. Et là, tu nous parles des bénéfices, hein. Tu nous parles de tous les bénéfices qu'elles en tirent. Voilà, exactement. Et c'est surtout de retrouver le sens du travail, de l'utilité vis-à-vis de ses parties prenantes. C'est être plus vivant, c'est surtout s'inscrire dans un modèle de résilience qui va permettre de répondre aux défis actuels. Alors, quand on a un entrepreneur qui subit ses limites ou ses pertes de sens, on leur propose de nous rencontrer pour les accompagner sur une trajectoire qui soit plus soutenable et plus inclusive et qui fasse davantage sens pour eux. Alors finalement,
Quand on dit ça, c'est le gros défi actuel auquel on est soumis. On est tous soumis, hein, entrepreneurs, collaborateurs, Mmh. citoyens dans le civil. Et on se rend bien compte qu'on est sur une charnière et qu'il y a un monde qui se meurt et l'autre qui tarde à naître. Alors effectivement, ça crée beaucoup d'anxiété. On parle de l'éco-anxiété des jeunes. Mais l'inquiétude ne vide pas demain de ses peines, mais elle vide aujourd'hui de ses forces. Et c'est là-dessus qu'on travaille avec cette encapacitation, cet accompagnement, avec toute une méthodologie et des outils pour apprendre là où par le passé on voyait du chaos, à voir finalement se dessiner des nouvelles opportunités de création de valeur qui soient beaucoup plus soutenables et inclusives socialement. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que finalement, comme l'a dit la litote, hein, le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc, à chacun individuellement de se questionner, et moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter? Et on peut chacun apporter quelque chose dans sa singularité, dans ses talents. Et finalement, de comprendre que pour faire l'histoire, il faut y participer. Qu'est-ce que tu, aurais à dire, à recommander aux entreprises, qui nous regardent? C'est que des solutions existent. De plus en plus d'entrepreneurs décident de nous écouter, de s'engager. Et on commence à constituer une équipe depuis quelques années maintenant assez conséquente, avec des résultats très favorables. Et donc, il y a vraiment un élan, un mouvement qui se met en marche. Et ce qui est très rassurant, c'est que même au niveau des citoyens, des civils et des intraprenants, il y a beaucoup d'initiatives et les gens se rendent compte et mettent des choses en place. Et l'idée, c'est de relier tout ça, à la fois ces intraprenants, ces entrepreneurs et ces territoires qui tous comprennent qu'on peut faire société autrement, dans le respect du vivant. Jean-Marc, merci, pour, cette interview. Alors on peut te retrouver sur, LinkedIn? Ces entreprises qui souhaitent être, accompagnées pour changer de modèle économique, on te retrouve, sur LinkedIn, avec, l'adresse LinkedIn qui s'affiche, à l'écran. Voilà. Merci, merci beaucoup pour, ton interview et puis, effectivement, je vous retrouve moi dans une prochaine vidéo, avec un autre accompagnateur sur, un nouveau modèle économique. À très bientôt et merci à toi Jean-Marc. Merci à toi et merci à tous. Au revoir. Au revoir.